Bonjour à tous, eh bien c'est l'heure de se retrouver pour ce nouvel épisode du Tech Hour, donc un épisode qui fait un petit peu Halloween, hein, on est dans l'ambiance. Aujourd'hui c'est Lucie Romelo et Marjolaine Chalumeau qui travaillent chez Viséo, toutes les deux, qui vont vous présenter un sujet, un post-mortem peut ressusciter votre projet. Ben, je vous laisse la main. Bonjour. Il y a un petit problème technique, 2 minutes, on va mettre Là, le c'est tout bon? son. Voilà, c'est tout bon. OK, ben je refais. Rebonjour à tous. Hem, OK. Donc je suis, Lucie Romelot, je suis PPO chez Viséo depuis, 1 an et demi et je vous promets qu'après il y aura moins de rimes en haut et je suis avec Marjolaine Chalumeau, également PPO chez Viséo. OK et moi du coup je suis PP aussi et je suis chez Viséo depuis 3 ans. Donc notre sujet c'est, voilà le post-mortem qui peut ressusciter votre, projet. Je vais passer les slides. C'est bien. Donc, pour expliquer un petit peu le contexte, un post-mortem, c'est souvent un terme qu'on entend dans le médical, et c'est en général associé à une situation de crise. On fait une analyse, de cette crise pour, voilà, comprendre, ce qui s'est passé, tous les éléments qui ont contribué à ça. Mais c'est plus pour poser un constat un peu, définitif. Ici, nous, on veut vous proposer d'ajouter, ce temps, cette cérémonie, en fait, dans le cadre de vos projets. Voilà, on va vous expliquer un petit peu plus, mais ça vous fait une introduction. Donc, ce qu'on va voir, c'est, pourquoi un post-mortem? Quand est-ce qu'il est, utile ou entre guillemets «pertinent» d'en faire un? Qu'est-ce qui, caractérise un post-mortem en le différenciant des autres cérémonies agiles que vous connaissez déjà? Comment ça se prépare? Comment ça se mène? Ensuite, je vous présenterai, un exemple dans son contexte et enfin, on vous parlera d'une autre, cérémonie qui est le pré-mortem. Voilà, on jugeait que c'était, innovant aussi, tout comme le post-mortem. Du coup, je vais commencer avec, le pourquoi en faire et quand en faire, à quoi ça peut mener. Donc ça peut être quand un projet, s'est arrêté de manière un petit peu soudaine, c'était pas forcément prévu, il était censé se passer, autre chose ou une autre étape et que l'équipe du coup a l'impression que l'arbre lui a été coupé sous le pied, elle était à bonne vitesse et là elle doit s'arrêter. Donc ça nous permet de débriefer ensemble en fait, on peut tous passer à autre chose, on comprend ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé et voilà, on en discute, on parle de tous les aspects du projet. Ça peut être aussi parce qu'il y a eu beaucoup de frustration. Le projet s'est terminé comme prévu, mais il y a eu plusieurs problématiques qui peuvent avoir, été en dehors du déroulement des sprints et qui peuvent concerner, plusieurs parties prenantes. Donc c'est un moyen de tout mettre en commun, d'échanger ensemble sur les ressentis, s'ils sont pas, spécifiquement ressortis pendant les rétros qui concernent, bah, voilà, que les sprints habituellement. Ça peut être aussi quand il y a 2 phases de projet différentes, il peut y avoir plusieurs, lots dans un projet, et ça vous permet d'outiller une future équipe qui pourrait arriver sur un lot 2 alors qu'il y avait une composition, particulière sur un lot 1. Ça permet de, voilà, préparer, la suite, faire une passation tout en faisant un bilan. Donc en dessous, pour vous illustrer un petit peu, à quel moment ça intervient dans le projet, donc le projet il démarre quand il y a la présentation du besoin par un client. Ensuite, il y a une avant-vente, un cadrage parfois, un lot 1, un lot 2 et donc le post-mortem, il viendrait après la livraison finale pour vous situer un petit peu. Je détaillerai, enfin on détaillera au fur et à mesure de la présentation. Vous allez revoir cette frise. Hem, à quoi ça sert? À quoi ça peut mener? On considère que en fait, ça participe à l'esprit d'amélioration continue, qu'il y a dans l'agilité où chaque sprint est censé, renforcer le précédent et c'est aussi un esprit de proactivité. Les rétros, à chaque fois, sont censés donner une petite feuille de route pour la suite
Et donc les post-mortem, ils permettent de prendre plus de recul. Ils cherchent à améliorer les prochaines phases du projet ou les prochains projets si l'équipe ne se retrouve pas à nouveau à travailler ensemble sur le même sujet. Du coup, ça donne un peu un gage de recherche de qualité en continu à travers les temps du projet que je vous ai présenté avant. Et ça souligne normalement une démarche de travail quand même assez qualitative. Et effectivement, c'est une cérémonie, une organisation qui est plus facile à porter sur un projet relativement court, ce que j'appelle court, c'est environ 1 an, où l'équipe peut rester normalement composée de la même manière, parce qu'après, ça devient un petit peu compliqué de se rappeler et de prendre du recul si, par exemple, c'est 3 ans complets de travail, si les gens ont changé. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse garder, entre guillemets, la mémoire du projet, même si c'est un terme un peu vaste. Et du coup, le moment idéal pour ça, c'est un peu après la fin d'un projet. Donc ce qu'on appelle la fin d'un projet, ça peut être la dernière livraison, une mise en prod finale, le rendu délivrable, la doc par exemple. Parce que là, ça y est, il n'y a plus d'enjeux stressants, mais tout le monde a encore le projet en tête, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi. Et donc là, je vous situe, vous voyez la frise avec avant le post-mortem. Le lot 1 avec ses sprints et ses rétros en petit R en bleu, suite à la livraison finale. Donc il y a un petit temps entre la fin des développements et le moment où on débriefe de l'ensemble du projet. Donc là, je vais passer la parole à Marjolaine sur cette partie. Ok, donc on va rentrer un peu plus dans le détail. Qu'est-ce qu'un post-mortem? Donc tout d'abord, ce qu'on voulait souligner, c'est que c'est pas à proprement parler une rétrospective, parce qu'une rétrospective cherchera à couvrir une itération, un sprint, alors que le post-mortem cherchera à couvrir plus largement le projet, le lot, enfin la période qu'on définit de regarder, mais ce sera plus long qu'une rétrospective. Ce sera plus qu'une conclusion, parce que ça intervient à la fin d'une étape significative. Et ce qu'on voudra, c'est analyser tout ce qui s'est passé en amont sur la durée qu'on a définie. Et ce qui est très important, ce sera de faire participer tous les intervenants du projet, que ce soit l'équipe technique, l'équipe projet, ou plus largement le client, ou d'autres interlocuteurs qui sont vraiment intervenus dans la vie du projet. Et les conclusions, elles intéresseront encore plus largement. Ça peut intéresser des projets à côté pour voir ce qui s'est passé, les problèmes qu'on a rencontrés, les problèmes que l'équipe en question a rencontrés et comment on pourrait éviter de tomber dans ces problématiques-là. Maintenant, on va passer un peu plus sur comment on peut organiser un post-mortem. Donc, ce qui va être important, c'est de chercher à obtenir. C'est bien d'attendre un peu ce que disait Lucie, la fin du projet, d'avoir une réflexion à froid pour que les gens puissent avoir un peu plus une réflexion propre et qu'ils soient plus dans le stress de la vie du projet. Et l'objectif, c'est que l'organisateur, il ne dirige pas l'issue du post-mortem, qu'il laisse vraiment libre cours à chacun de pouvoir parler et que chacun puisse en retirer quelque chose. Donc ça s'articule en plusieurs temps. Tout d'abord, on va proposer à chacun un questionnaire. Donc là, c'est un peu la première étape. Le questionnaire et la diapo d'avant. Yes, celle-là. Super. Donc là, ce sera plus l'équipe projet, le client, enfin les différentes personnes qui vont pouvoir être interrogées sur tous les aspects du projet, que ce soit le produit, les aléas qui ont pu être rencontrés au niveau de l'organisation ou de l'adaptation, la partie technique, les outils, sur les réunions agiles, les cérémonies, et une partie importante aussi, ce sera la communication, que ce soit interne ou externe, avec le client ou avec l'équipe projet. Dans ce questionnaire, ce qu'il faudra faire attention, c'est chercher à tout prix la neutralité, histoire que les aléas du projet et
l'avis de chacun soit neutralisé et qu'on puisse pas forcément identifier qui a fait telle remarque ou telle remarque. Et c'est important de l'annoncer au préalable, histoire que chacun puisse se sentir libre de s'exprimer dans le questionnaire. Et ça permettra aussi au client de s'impliquer parce qu'il se sentira sur un pied d'égalité avec l'équipe. Et ça permet de ne pas se cracher dessus au fur et à mesure, une fois qu'on dépouillera les questions. Donc ensuite, il y a un travail d'analyse puisque l'objectif, comme on cherche la neutralité, ce sera de ne pas présenter les résultats des questions telles qu'elles ont été écrites par les participants, mais de dégager les tendances et peut-être des points à creuser sur lesquels on estime qu'il y a un peu plus à dire que ce qui a été relevé par les questions. Donc on mettra ça de côté et on essaiera de le débriefer en session avec les interlocuteurs, histoire que chacun puisse donner son avis et qu'on puisse en tirer des conclusions intéressantes. Et comme je vous disais, du coup, neutraliser les feedbacks qui sont trop personnels. Ensuite, une fois que l'analyse est faite du coup par l'organisateur du post-mortem, il faudra organiser une session tous ensemble avec les différentes parties prenantes. Là, l'objectif, ce sera de débriefer le questionnaire suite à l'analyse. Faudra que ce soit guidé par l'organisateur, histoire de ne pas déborder ou de ne pas s'attarder sur un sujet ou un autre. Timeboxé ou non, ça c'est à voir. Ce qui est intéressant, c'est que comme on n'est plus dans la vie du projet, on n'est plus forcément impacté par des faut aller vite et on peut pas prendre le temps de débriefer tout ça correctement. Par contre, faut pas non plus forcément passer une demi-heure à discuter d'un sujet sur lequel on ne retirera pas grand-chose. Donc, faut que ce soit guidé par l'organisateur. Et ce qui est intéressant, c'est de construire un support qui ne contiendra pas forcément que les résultats de l'analyse du questionnaire, mais un peu plus, qui pourra se permettre à chacun de se replonger dans le projet pour lequel on ne travaille plus à proprement parler. Donc, on a pu oublier un peu certains détails. Ça permettra de se replonger dedans pour la session d'échange. Et ce sera intéressant puisque derrière, on pourra utiliser ce support comme compte-rendu en interne pour l'équipe ou alors pour des projets annexes utilisés par d'autres équipes. Donc moi, je vais vous donner un peu un exemple dans le contexte d'un projet. Évidemment, je l'ai appelé ici Project Mobile. C'était pas son nom et c'est pas le nom du client. Donc ici, on venait de terminer un lot 1. Il était prévu qu'un lot 2 se fasse et suive directement la première partie du développement. Et finalement, il y a eu un petit changement. On devait passer par une transition au ticketing avec une équipe réduite. On passait de 6 à juste un développeur qui pouvait demander des coups de main aux besoins. Et avant, on était sur une belle dynamique, une équipe qui allait vite, qui ne rencontrait pas beaucoup de difficultés. Et donc, on était un petit peu surpris quand finalement, le lot 2 n'a pas suivi aussi vite que ce qu'on croyait. Donc, on trouvait que ça avait d'autant plus de sens de réaliser un post-mortem parce que on était bien motivés et on s'est dit, il y aura un lot 2, que ce soit nous ou pas, il y a une prochaine étape à préparer. Et on ne sait pas quand est-ce qu'elle arrivera, donc on n'aura pas la mémoire très fraîche, certainement au moment d'une passation. Donc, le post-mortem, on l'a réalisé 2 semaines après les dernières corrections livrées. Et on a impliqué donc le client et un partenaire tierce qui travaillait avec nous sur ce projet à ce moment-là. Le questionnaire, il a été envoyé 1 semaine après les dernières corrections. Et ensuite, il y a eu les échanges en ligne 1 semaine après le retour du questionnaire, donc au total 2 semaines. Ces échanges ont eu lieu à distance avec le client et le partenaire qui, du coup, n'étaient pas dans nos locaux. Et aujourd'hui, du coup, le lot 2, il est prêt, il est en train de se
se construire. 1 an plus tard, l'équipe sera différente, mais voilà, il y a toujours des leçons qui sont utiles à tirer du lot 1. Je vous montrerai après le support, mais donc pour vous dire un petit peu les questions que j'ai envoyées, c'est moi qui ai animé ce post-mortem. Donc j'ai envoyé un questionnaire anonymisé avec du coup en demandant aux membres de mon équipe, premièrement s'ils pouvaient citer jusqu'à 3 choses qui s'étaient bien passées durant le projet. Si on n'avait qu'une, ils n'en citaient qu'une. Est-ce qu'ils pouvaient relever aussi jusqu'à 3 problèmes ou freins ou blocages? Pareil, si on n'avait qu'un, ils en relevaient qu'un. Qu'est-ce qui relevait au sujet du produit? Donc là, c'était une application. Est-ce que ça correspondait à l'attendu? Est-ce que c'était utilisable en l'état? Est-ce que selon les personnes, il y avait des changements auxquels il avait fallu s'adapter? Des éléments qui ont changé un peu les plans? Est-ce qu'il y a eu des adaptations mises en place qui étaient pertinentes? Est-ce qu'il y a eu des réussites techniques, des difficultés? Il y a une autre partie. Est-ce que les personnes relevaient aussi des choses particulières sur l'organisation du projet en lui-même? Donc ça peut être les outils, la manière dont les réunions agiles et les cérémonies en général étaient mises en place. Est-ce qu'il y avait des choses à relever sur la compréhension, la mise en place des fonctionnalités et sur les communications, donc entre le PO et l'équipe, entre l'équipe et le partenaire, entre l'équipe et le client? Et pour conclure, est-ce que, voilà, quel élément principal ou éléments principaux il relevait au sujet de ce projet? Donc, vous voyez, je m'avance un petit peu, je me spoil toute seule. Vous voyez que c'est des questions tournées de manière neutre au maximum. Voilà, pour que ce que les gens relèvent, ça vienne d'eux-mêmes et que ce soit pas déjà orienté par une PPO enthousiaste. Le but, c'est que tout le monde puisse s'exprimer. Et donc, pour vous montrer un exemple, suite à ce questionnaire, on a fait une session d'échange. On a fait tout d'abord une frise du projet que j'avais préparé un petit peu, déjà construite, pour tous ensemble définir les différents temps forts. Donc, on a complété tous ensemble, chacun pouvant se rappeler d'éléments différents qui les avaient marqués eux. Ensuite, on a fait une frise d'évolution de la motivation tout au long du projet. Comme on venait déjà de se remémorer tous les éléments marquants de la chronologie, mais c'était plus clair et c'était plus facile de relier avec des difficultés qui avaient pu être notées. Et ensuite, on a réfléchi en direct, en explicitant aussi à partir des thématiques qui étaient ressorties du questionnaire. Il y avait une partie, qu'est-ce que vous aviez fait ressortir pour en discuter? Et justement, en parallèle de ça, qu'est-ce que vous recommandez pour une suite? Et voilà, ça c'était la dernière partie. Oups, je reviens. Donc là, je vais quitter la présentation et vous faire voir sur le support Miro. Est-ce que c'est bon? Ça se voit? Nickel. Donc ici, vous voyez, je zoomerai après sur les éléments, une frise chronologique pour le projet qui a démarré en juillet, s'est terminé en décembre. Et donc ce que j'avais fait, c'était déjà situer les mois, les sprints et quelques éléments marquants du style, voilà, le démarrage, première branche mergée. Et ensuite, ce qui était ressorti, c'est que voilà, première démo, tout le monde était très fier, ça avait généré pas mal de feedback. Donc ça avait boosté les gens qui étaient un peu stressés sur les enjeux du projet. Août, septembre, rien à signaler, c'était les grandes vacances. Un premier élément marquant, c'était que les prénoms sont changés, hein. Un des membres de l'équipe a dû partir sur un autre projet. Ensuite, il y a eu une petite période trouble, voilà, quelques semaines où on a fait un peu n'importe quoi sur les fonctionnalités. Donc ça a été noté dans la frise. Malgré tout, on était déjà au 3e sprint, donc on a pu présenter un salon, notre projet a été présenté dans un salon au grand public. Pareil, avec beaucoup de retours positifs. Ici, voilà, il y a une feature méga dure qui a pu être enfin committée, donc les gens étaient soulagés. Quelqu'un a intégré l'équipe, quelqu'un est parti de l'équipe. Ici, des solutions trouvées sur un autre problème technique assez dur. Pendant le post-mortem, évidemment,
tout ça a été spécifique au projet. Ici, je vous montre des exemples assez neutres. Enfin, il y a une présentation de la solution développée à un acheteur potentiel. Donc, ça a généré aussi beaucoup de retours. Et ensuite, l'équipe est allée rendre visite aux clients au moment de l'acceptance du projet. Donc, voilà, tout ça, ça a permis de se remettre vraiment dans le bain du projet, se dire les moments qui étaient stressants, les moments qui étaient un peu plus cool. Avec le client, avec l'équipe, ça permet que chacun se rende compte du vécu des autres personnes, voilà, que ce soit au sein de l'équipe, qu'on ait pu le voir ou non, ou plus large au sein du côté client, pardon. Et avec ici un intervenant tiers. Donc moi, sur le support, j'avais mis des post-it aussi pour que chacun, en naviguant dessus, puisse rappeler de quoi faire. Et ici, ce que vous voyez, c'est une frise un peu de l'humeur avec ici, ça va super bien. Là, un peu des doutes. Et ici, un craquage. Donc, à côté, chacun avait sa petite pastille de couleur et allait se positionner un petit peu en fonction des mois et des temps du projet sur comment il s'était senti. Donc là, par exemple, le client en violet, il était un peu dans le doute au début parce qu'il avait pas grand-chose à regarder au niveau du développement. Il a eu un petit peu de stress et puis là, il y a eu les premières démos. Il était content, super content, très content. Petit coup de stress parce que c'est là où on faisait voilà, période trouble, c'est normal. Et après, il était content. Coup de stress parce que quoi problème technique. Et puis ici, son salon qui s'est bien passé, client méga content. La PO, elle était là en bleu, coup de stress, Elle était méga contente à la livraison du projet et après, c'était terminé. Elle était en craquage puisqu'elle était triste avec un autre développeur qui voilà, avait été très content du projet et puis la dynamique finalement s'arrête. Donc voilà, c'était un moment super intéressant. Il y avait aussi du coup un externe qui était en vert. On l'avait moins vu pendant le projet, mais il était très content de participer à ça et justement d'avoir son retour. C'était assez éclairant parce qu'il avait lui aussi eu des difficultés. C'était top de le partager. Le client était aussi content de recevoir un peu plus de retour de la part de l'équipe puisqu'il ne participe pas au rétro. Voilà. Et la partie d'après, c'était donc un peu plus restitution du questionnaire. Les post-it gris, c'est ce que j'avais préparé, donc les retours du questionnaire que j'ai neutralisés s'il y avait voilà, des choses un peu trop personnelles ou pas forcément constructives. Et en violet, c'est ce qu'on a écrit tous ensemble. Donc par exemple, sur cette thématique projet de R&D, on notait qu'ils étaient contents de la co-construction, qu'il y avait une bonne confiance. C'était une bonne décision d'avoir associé Viséo et l'intervenant externe sur ce projet. Qu'une prochaine fois, on aimerait pouvoir faire un bootcamp en début de projet, se rencontrer en amont pour bien comprendre les contraintes de chacun et mieux savoir à l'avance la culture de travail, on va dire, de toutes les parties prenantes. Sur le suivi, quelque chose qui était ressorti, c'est que GitLab, c'était pas facile pour travailler, mais que chacun s'en était débrouillé. Une prochaine fois, voilà, de se former en amont à ce type d'outils, communiquer à l'avance s'il y avait besoin d'être un petit peu outillé, parce que c'était l'outil principal entre tout le monde. Par exemple, une thématique aussi fonctionnement autour des exigences et des US. Ce qui était ressorti pas mal, c'est que certaines étaient parfois trop riches. Ça a perturbé le rythme de développement. Et donc là, il a été proposé de mieux travailler la notion d'épique, notamment avec le client, pour qui c'était pas forcément clair. Et du coup, fixer une limite de taille. C'est des choses qui peuvent paraître assez classiques, mais voilà, toujours besoin de se le dire. Et s'il y a un lot 2 avec le même client, c'est d'autant plus important que lui l'ait en tête avec de prochaines personnes. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bon, voilà. En tout cas, ce support,
peut être mis à disposition si vous voulez le parcourir. C'est que des exemples neutralisés, on va dire. Voilà. Je vais revenir sur ma présentation. Toc. Là, peut-être pas. Pardon. Je suis désolée, ça va pas aussi vite que... Voilà, je passe la main. Ok, donc là, on vous a un peu présenté globalement un post-mortem comment ça pouvait se réaliser. Et on trouvait ça intéressant de le partager avec vous parce que c'est une cérémonie qu'on ne connaît pas forcément et qui prend en compte l'entièreté du projet ou du lot, peu importe. Et comme ouverture, on a utilisé une autre cérémonie qui est pareil, prendra en compte, travaille sur la globalité du projet, mais qui se déroule plutôt en amont du projet. Donc c'est le pré-mortem. Et c'est intéressant parce que ça utilise les codes du design thinking. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, on peut en parler. Et du coup, l'objectif, ça va être le design thinking. Souvent, on le connaît dans le sens d'un produit. Il est appliqué à un produit. On va chercher à prototyper et à penser à ce qui pourrait se passer. Et là, on va le mettre en place à l'échelle du projet. Donc, on va, pareil, chercher à anticiper ce qui pourrait se passer et trouver des solutions. Donc là, sur la petite capture, vous pouvez voir les étapes du pré-mortem où l'objectif, ça a un autre nom, ça s'appelle aussi l'atelier de pensée inversée. Ce qu'on va faire, c'est mettre en place la problématique. Donc, la problématique à l'échelle du projet en amont, c'est de réussir à livrer ce qu'on a livré, de réussir à livrer l'application, de réussir à livrer les documents, etc. Et là où c'est intéressant, c'est que la définition, on va poser la problématique inversée, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait se faire pour qu'on craque complètement le projet. Et ensuite, avec l'équipe, l'étape créative, ça va être de penser à tout ce qui pourrait mal se passer, comment ça pourrait mal se passer, pour pouvoir ensuite rationaliser les craintes de chacun, voir comment on pourrait les résoudre avec la partie prototypage où pour chaque crainte, on va chercher une solution à mettre en œuvre. Et après, ça permet de démarrer le projet plus sereinement parce que le gros des craintes a été anticipé. Et ça permet de suivre aussi toutes ces craintes qui ont été mises en place. Pendant chaque rétrospective à l'avenir, on pourra reprendre, voir si finalement cette crainte-là n'avait pas de sens et on peut l'écarter, arrêter de la suivre, ou alors si il faut la mettre à jour puisque ça ne correspond pas tout à fait à la réalité du projet. Et ça permet dans un contexte d'amélioration continue, de mieux suivre ce qui se passe au fil de l'eau. Ce que je voulais vous dire au début, et ça a été vite, donc j'ai oublié, c'est qu'on l'a mis en place Lucie l'a mis en place dans un de ses projets où elle l'a mis en place avec l'équipe projet. Et c'était plus facile parce qu'ils avaient une date de démarrage un peu plus tardive, donc ils ont eu un peu le temps de le mettre en place. C'est pas forcément tout le temps évident, ça arrive qu'on arrive sur un projet qui démarre tout de suite ou qui a déjà démarré, en fait, on arrive après. Donc dans ce cas-là, c'est pas forcément possible d'en créer un. Mais là, dans le contexte qu'on va vous présenter, c'était possible et je te laisse le présenter. Ok. Donc là, je vais ressortir de la slide aussi. Et désolée, j'ai dû en sauter une. Du coup, je retourne sur mon support Miro. Hop. Donc là aussi, c'est un faux nom de projet. Je suis pas allée en Italie. Donc, comme le présentait Marjolaine tout à l'heure, il y a plusieurs étapes pour cet atelier
pré-mortem ou atelier de pensée inversée, justement, où on définit, on définit tous ensemble quelque chose auquel on veut répondre. Donc, le problème, l'objectif, c'est de s'assurer du bon déroulement du projet parmesan. Et donc, la problématique à laquelle on va vouloir répondre, c'est comment on peut optimiser tous les aspects autour de ce projet pour que voilà, il se déroule sans problème. Comme ça, tout le monde voilà, est bien dans le contexte. Ensuite, il y a une partie idéation, imagination. Trouver une problématique inversée, donc ce serait quoi le contraire complet de ce qu'on vient de dire? Et ben, c'est comment bien se ramasser et faire déraper tous les aspects du projet parmesan pour que ce soit le pire projet possible. Et donc là, c'est la partie où on réfléchit aux composantes du scénario catastrophe, donc tous ensemble. Toute l'équipe peut imaginer voilà, ce qui ferait déraper un projet. Donc là, voilà, tout le monde a donné des idées, même assez «farfelues» entre guillemets, des choses qui peuvent être réalistes, tout comme un petit peu moins. J'ai enlevé les plus faux-folles, mais voilà. Par exemple, un client dont les locaux brûlent, c'est arrivé. Quelque chose qui peut aussi se passer, c'est une ambiance négative dans l'équipe ou un client un petit peu moins investi. L'archi qui reste bloqué lors d'un trek, et ben, il est plus présent sur la semaine d'après. C'est un petit peu difficile. Voilà, ou des choses qui peuvent arriver aussi, des contacts principaux qui changent côté client, bah, c'est de la perte de lien, la perte de connaissances. C'est des choses qui peuvent voilà, déranger un projet, faire perdre du temps. Ça peut faire partie voilà, des composantes d'un scénario catastrophe. Donc une fois que tout le monde voilà, a évoqué des choses qui font entre guillemets «peur», mais qui peuvent se passer, on passe d'un côté constructif, un plan d'action. Donc là, on essaye de choisir les écueils qui sont probables, que même si l'archi peut partir en trek, c'est pas forcément la chose sur laquelle on doit passer du temps. Donc par exemple, on peut avoir peur de faire un chiffrage qui soit à côté de la plaque, quand on a eu un temps de cadrage soit trop court, soit voilà, pas assez précis. Et donc la version positive d'un chiffrage qui serait à côté de la plaque, c'est ben, idéalement il est sécuritaire, avec des ateliers auprès du client qui sont exhaustifs, qui ont permis de lever des doutes et qui permet à chacun de s'approprier les tâches. Un autre écueil qui serait possible, c'est des absences longues de personnes pardon, qui ont des compétences spécifiques. Une version idéale, c'est que ben, il faudrait que tout le monde puisse anticiper et se transmettre des connaissances, que cette passation soit bien organisée et permettre d'outiller suffisamment les autres relativement à la durée de l'absence, et voilà, que le relais soit fluide. Ou encore une apparition surprise de nouveaux besoins, eh bien on établit qu'il n'y aura pas de déviation du périmètre s'il s'agit d'une réécriture par exemple, et que les demandes seront traitées comme des évolutions dans le cadre d'un nouveau projet. Donc ça, c'est la version positive qu'on souhaite, et on réfléchit aussi à des actions pour aboutir à tout ça. Souvent, ça se retrouve dans plusieurs choses. Donc le fait de créer un lien solide avec les interlocuteurs pertinents en fonction des besoins, adapter son mode de communication aux besoins et à l'urgence, partager l'information sur les bons supports. Ça peut être aussi, voilà, montrer régulièrement l'avancement du projet, être transparent. D'autres personnes ont aussi cité le fait de, ben, voilà, respecter son client, comprendre son historique, comprendre ses contraintes, son contexte. Ça aide à une bonne communication. Voilà, un petit peu pour quelques exemples. Le fait aussi de faire des tests en amont. De se servir, des retours comme un moyen de progresser. Voilà, donc tout ça, ça a été fait en amont du projet, et en fait, la démarche, une fois que vous avez fait tout ça, c'est, bah, d'abord, bien sûr, de rationaliser les craintes qu'il peut y avoir, mais aussi, de s'en servir lors des rétros pour revenir voir si tout ce que vous vous étiez proposé de faire, se fait.
Est-ce qu'il y a des craintes qui se réalisent? Si oui, est-ce que les plans d'action, voilà, peuvent être, mis en place? Est-ce qu'il y a des choses qui, à l'inverse, bah, voilà, se passent très bien et ne vont pas du tout dans la catastrophe? Et bah, juste, le reconnaître et justement, avoir un petit moment pour souffler. Donc c'est pas que pour lancer le projet, c'est voilà, un moyen de contrôler. Ça peut être intéressant aussi lors du post-mortem de consulter, ce document-là, à la fin du projet. Voilà pour cette cérémonie-là. Hop et je vais revenir, sur cette slide, que j'ai passée un petit peu vite. Je voulais la présenter, pardon. Ça y est, cette fois j'ai su faire. Donc pour vous restituer, ce que je disais, voilà, un pré-mortem avant le développement et un post-mortem une fois que c'est fini. Et du coup, je vais laisser la parole, à Marjolaine pour la conclusion. OK, donc on a choisi de vous présenter un peu ces cérémonies, plus le post-mortem, mais après à l'ouverture avec le pré-mortem, parce qu'on trouve que c'est des cérémonies très intéressantes qu'on connaît pas encore forcément, qu'on n'a pas encore forcément mis en œuvre et en fait, on va le présenter dans le cadre de l'Agile Grenoble de cette année, dont le thème c'est l'agilité de demain et on trouve que c'est hyper intéressant pour le projet et pour le lien avec le client et le lien avec l'équipe. Ça améliore et ça sur tous les aspects globalement, ça améliore, ce lien-là et dans un contexte d'amélioration continue, c'est toujours intéressant. Donc voilà, je vous remercie et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Merci. Alors effectivement, je l'ai pas dit en début de session. Si vous avez des questions, vous avez l'onglet questions-réponses, donc n'hésitez pas à publier si vous avez des questions. Écoutez, on va attendre un petit moment. Merci en tout cas, c'était, hyper intéressant. J'en profite pour vous dire que le prochain Take On Hour, aura lieu début décembre, sur un sujet, vos données valent de l'or avec, Adrien Jalavert. Donc je publierai tout ça sur, le Meetup comme d'habitude, avec le lien pour vous inscrire. Voilà. Bah, écoutez, pour l'instant, je n'ai pas de questions. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? J'avais tout dit. Des choses à rajouter, par exemple, je l'ai dit un petit peu quand je parlais du post-mortem, pour le projet mobile. C'est un temps que le client, il avait déjà fait des projets agiles, mais il connaissait pas du tout et il a vraiment apprécié et il dit que c'est ce qui a aussi pesé dans la balance au moment de finaliser le fait que Viséo travaillerait sur le lot 2 également, parce qu'à un moment ça s'était pas forcément donné et voilà, c'est une démarche qu'il avait marquée et qui selon lui, voilà, donnait encore plus confiance, pour, la suite. Donc si ça peut être un argument de plus pour que vous en organisiez aussi. Nous avons une question, de Pierre. Donc bonjour, merci, très intéressant, déjà. Si le post-mortem amène à des actions potentiellement longues à prendre en compte, par exemple mise en place d'outils, réorg, comment gérer sur le temps long? Comment gérer sur le temps long? Ça va être plus une feuille de route pour la prochaine équipe, sauf si, voilà le ou la PPO, reste la même, pour après, en fait. Et c'est que, un vœu de bonne volonté. Si ça peut pas être suivi, au moins le post-mortem aura servi à donner tous les bons conseils possibles et de là, on peut que souhaiter que ça puisse se mettre en place. Et après ça se voit avec, ça s'organise avec le client. Enfin, faut voir comment ça peut se mettre en place, dans le temps long justement. Bon et bien écoutez, pour l'instant, j'ai pas de questions. Ce que je propose, c'est que s'il y a des questions qui arrivent, vous pouvez les mettre en commentaire sur le Meetup et comme ça, vous pourrez y répondre. Si vous passez par l'Agile Grenoble, vous pouvez aussi
aller discuter avec Lucie et Marjolaine. On va s'arrêter là. Donc, du coup, rendez-vous le jeudi 7 décembre pour le prochain Takenaware. Et puis, ben, merci à vous deux et à bientôt. Bonne journée. Merci Merci. beaucoup.